Je suis Karim Selouane, je suis le directeur et le fondateur de Résilience, qui était un bureau d'études et d'ingénierie du groupe Vinci, qui est dédié aux questions d'adaptation au changement climatique, pas exclusivement sur les environnements bâtis, qu'on travaille aussi sur d'autres secteurs. Et en parallèle, donc, je co-préside le groupe de travail adaptation de la GABC, donc l'institution qui organise le Global Forum, sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et en parallèle, je suis membre de la mission adaptation de la Commission européenne, qui a été lancée il y a plus d'1 an et demi maintenant. La GABC a été lancée lors de l'accord de Paris et pendant la COP 21, parce qu'il y avait, à l'issue de cette COP, des enjeux où il fallait mettre en action des secteurs qui avaient un impact conséquent sur le dérèglement climatique, dont notamment le secteur de la construction et des environnements bâtis. Et c'est à partir de là qu'a été lancée la GABC, et cette GABC avait pour objectif d'aligner un maximum d'États et l'ensemble de la chaîne des acteurs, de la chaîne de valeur du secteur, pour essayer d'atteindre la neutralité carbone en accord avec les accords de Paris. Et puis, il est arrivé en 2020 où il manquait un pilier, un enjeu majeur qui était celui de l'adaptation, où c'était un peu un sujet qui était plus ou moins latent, qui était plus ou moins discuté, mais sans qu'il soit réellement constitutif, avec une force de frappe aussi importante que les sujets de mitigation, d'atténuation des gaz à effet de serre. Et c'est en 2020 qu'il a été décidé de lancer un groupe de travail dédié à l'adaptation pour embarquer un maximum d'acteurs et de faire en sorte que l'adaptation soit mise au même niveau et au même niveau de priorité que les enjeux de décarbonation et d'atténuation de l'empreinte carbone. Donc ça c'est le cadre général. Si on peut maintenant aller sur la slide suivante. Voilà, donc ça c'est les activités générales de la GABC. Alors je pourrais faire un parallèle, on pourrait dire que Construction 21 et la GABC ont des actions à peu près similaires. La seule différence c'est que la GABC est en lien direct avec les États dans la mesure où elle est soutenue par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et que c'est l'engagement des gouvernements qui fait acte d'action opérationnelle et qui permet d'embarquer les acteurs privés et l'ensemble des parties prenantes, publiques, privées, société civile, ONG, milieu académique. Donc ça, vous voyez, c'était un peu donc, les publications que nous faisons. Et tous les ans, nous commençons à sortir ce qu'on appelle le Global Status Report, qui est l'état des lieux, à l'instant T, de l'état d'avancement par rapport aux engagements des accords de Paris du secteur du bâtiment. Ensuite, alors, quelques focus maintenant concernant le groupe de travail dédié à l'adaptation. Donc c'est le sujet donc, qui est un peu celui pour lequel je suis censé représenter la GABC. On a un objectif, c'est de démocratiser la question de l'adaptation, de déconstruire tous les sujets en gros d'incapacité intellectuelle de concevoir les questions d'adaptation pour des raisons techniques, pour des raisons d'appréhension, pour des raisons de moyens très souvent, mais également pour des raisons très souvent de manque d'accessibilité à des données nécessaires pour pouvoir appréhender la question de l'adaptation, et je reviendrai tout à l'heure là-dessus, à travers les 10 principes essentiels. Ensuite, point de départ de cette logique, c'est-à-dire qu'on a statué sur un point assez légitime qui est ici un peu résumé, c'est que ce que l'on constate, et ça toute l'actualité nous le démontre régulièrement, mais maintenant quotidiennement, c'est même plus mensuellement ou annuellement, c'est quotidiennement, on a partout dans le monde, que ce soit en hiver, en été, au printemps, dans le nord, dans le sud, à l'est et à l'ouest, régulièrement, on voit des atteintes directes sur les environnements battus liées au dérèglement climatique. Vous voyez aujourd'hui en Amérique latine ce qui se passe, il suffit que nous, quand on soit en hiver, regardez ce qui se passe au niveau de l'hémisphère sud pendant l'été. Même là, nous sommes en plein hiver et nous avons des températures au-delà de 15 degrés. Certains s'en réjouissent pour des questions de tourisme, mais on voit bien ce que cela est en train de signifier pour cet été. Quasiment pas d'eau. Petite parenthèse, Barcelone, il y a déjà plus d'eau, 12% d'eau, ce qui reconditionne et re-questionne la question de la métropolisation de la ville de Barcelone, et aussi son lien avec les programmes d'urbanisation. Et ça, c'est un exemple. Il reprennent exactement, voilà. Il y a même des projets d'urbanisme qui sont arrêtés. On est en train de stopper des programmes d'investissement sur le plan de l'urbanisation à Barcelone, et plein de pays à travers le monde se questionnent de la même manière. Pourquoi ? Parce que ce que l'on voit, c'est que le coût des dommages liés sont extrêmement importants, ils sont en train de croître, d'où la notion qui a été actée lors de la COP 27, mais
presque constitutionnalisé lors de la COP28, qui sont les pertes et dommages, à savoir qu'il faut accepter le fait qu'un certain nombre d'environnements bâtis, de villes, de territoires ne seront plus adaptables. Donc la question de l'adaptation qui est posée à travers la GABC, c'est comment est-ce qu'on pose la question de ce qui peut être adapté à court, moyen, long terme, mais également avoir le courage de dire là, il n'y a plus de solution, il n'y a même plus de plan alternatif. Et donc comment est-ce qu'on arrive à déconstruire un certain nombre d'espaces? Et ça, c'est aussi un tabou dans le secteur de la construction, c'est-à-dire qu'on a toujours été conçu, pensé pour pouvoir construire, réhabiliter, mais déconstruire, ce n'est pas quelque chose qui fait partie du business model du secteur de la construction. Et même pour la question de l'urbanisation et tous les acteurs qui gravitent sur ces sujets. Donc on est en train d'appréhender ces sujets, et pour quelles raisons? Parce qu'il y a de l'autre côté les secteurs financiers, que sont ceux de la finance, des fonds d'investissement, mais également du secteur de l'assurance, qui sont en train de perdre de l'argent, et on rentre dans un modèle où la rentabilité et la profitabilité des projets de construction peuvent devenir non rentables, peuvent également devenir ce que l'on appelle des actifs dits échoués, c'est-à-dire aujourd'hui une valeur, par exemple, je suis en pleine Côte d'Azur, sur un hôtel 4 étoiles, avec une vue sur la mer, et peut-être que dans 20 ans, cette situation géographique sera un problème, et que donc la valeur financière, la valeur fiduciaire de cet actif perdra de l'argent, quitte à ne plus être revendable. C'est ce que l'on voit déjà sur certains états insulaires ou sur certaines zones côtières, notamment, je pense à la Charente-Maritime en ce moment, ou sur l'île de Léron, ou sur certaines zones pas très loin de la côte d'Étretat en France. Et donc, toutes ces questions doivent nous conduire à repenser le rapport à l'environnement, le rapport au risque climatique du secteur. Donc, on en arrive à la slide suivante. D'où ce travail que nous avons initié en 2020, qui a été co-rédigé par Résilience, l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, et validé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, que sont les 10 principes essentiels de l'adaptation. Alors ces 10 principes, je le répète, ce ne sont pas des cadres méthodologiques, ce n'est pas une norme, ce sont les 10 questions que tout acteur devant appréhender la question de l'adaptation de manière actuelle et de manière prospective doit intégrer. C'est une forme de checklist qui est assez simple. En fait, on a essayé de mettre en place un dénominateur commun pour que l'on soit un architecte, un financier, un urbaniste, un usager, un investisseur, quelles questions je dois me poser quand je souhaite appréhender la question de l'adaptation. Ces 10 principes sont simples, c'est la question d'urgence, c'est-à-dire que comment est-ce que je dois faire pour mettre dans mon calendrier l'adaptation au plus tôt. Ensuite, comment je dois intégrer l'ensemble des parties prenantes sur toute la chaîne de valeur, financiers, usagers, décideurs politiques ou autres. Toujours, et c'est d'où ce cadran rouge, mettre toujours en tandem, c'est-à-dire ne pas mettre de compétition ou de priorité l'un avant l'autre, mettre en tandem au même niveau atténuation et adaptation. Et ça, c'est un engagement fort de la GABC, mais également ce qui a été inscrit maintenant dans les agendas post-COP. La question de la donnée est hétérogène, elle n'est pas forcément pertinente partout, elle doit être certifiée, qualifiable, pour permettre à ce que les données intégrées puissent être conformes aux attentes des critères d'évaluation des agences de notation, des banques, de tous les acteurs de la finance, pour s'assurer que les hypothèses introduites, même si elles sont erronées dans les faits, sont au moins évaluées comme étant valables. Parce qu'il y a toujours une part d'incertitude, et ça c'est très important. On pense notamment à comment avoir accès dans certains territoires ou certains pays à des données météo-climatiques pour créer des modèles prédictifs. Certaines données sont payantes, d'autres sont gratuites, mais on n'a pas forcément les outils pour pouvoir les absorber, créer des modèles. Donc il y a tout un enjeu de formation dans les années à venir sur la modélisation prédictive. Ensuite, il y a la notion des échelles. Comment j'apprends l'échelle? Une échelle du bâtiment, du quartier, de la ville, du territoire. C'est complètement dépendant de la typologie du bâtiment ou du programme d'aménagement. Il y a la question verte, donc comment est-ce qu'on doit promouvoir toutes les solutions dites basées sur la nature, mais également les solutions dites autour des matériaux dits biosourcés, comme il a été expliqué tout à l'heure. La question des populations. Ne pas faire de l'adaptation un clivage social avec d'un côté les nantis et de l'autre côté ceux qui ont la possibilité financière. Donc c'est une question très universelle que nous sommes même en train de travailler, notamment pour les pays du Sud, à travers l'adaptation des bidonvilles, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer les bidonvilles dans la question de l'adaptation? C'est un sujet majeur parce qu'il n'y a pas de plan officiel. Comment est-ce qu'on fait rentrer les questions de l'urbanisme informel dans certains pays qui sur le plan du cadastre n'existent pas, mais qui dans l'effet physique sont bien présents et qui très souvent concentrent une grande partie des populations. Donc ça, c'est un défi de la GABC qui fait qu'on est en train d'embarquer des acteurs des pays du Sud de manière massive maintenant, parce qu'on avait aussi une vision très européocentrée.
la question de la finance, comme je le disais tout à l'heure, et la question de la localisation. Comme on dit, le changement climatique est un phénomène global, mais avec des impacts très locaux, et le bâtiment et la construction sont des témoins de la localité précise. Ensuite, je vais aller vite. Donc là-dessus, ce que l'on met en place, c'est qu'effectivement, on essaie d'adosser, de matcher l'agenda de l'adaptation à ces 10 principes sur toute la ligne de valeur de l'action de la GABC, à savoir tous les sujets autour de l'économie circulaire, la prise en main des ressources biosourcées, des matériaux biosourcés, de la décarbonisation, de l'efficacité énergétique. Tous ces piliers que tu as décrits et qui sont maintenant les lignes d'évolution du secteur du bâtiment et de la construction doivent être alignés à chaque fois à travers l'adaptation. Dit autrement, on essaie de voir comment est-ce que l'adaptation pourrait être un cadre parapluie qui embarquerait avec elle et qui s'imposerait aux actions autres du climat, du secteur du bâtiment et de la construction. Ensuite, donc là, ce que l'on voit également, c'est comment est-ce que la question de l'adaptation vient re-questionner et vient stresser la question de l'efficacité énergétique des bâtiments, la question de la décarbonisation et de l'électrification dite propre, et la question par exemple également de la Smart City. Tous ces sujets qui sont des pendants dans l'agenda de la GABC doivent être questionnés au travers des questions d'adaptation. Et là, je tenais à donner un exemple concret. Donc, il y a l'Alliance HQE. Et ce que l'on a fait avec l'Alliance HQE et la GABC, pour nous, c'est une preuve concrète d'une action, je dirais, de concertation. C'est qu'on a co-construit ensemble. Il y avait en parallèle les 10 principes qui ont été construits par la GABC, approuvés par plus d'une trentaine de pays aujourd'hui. On est en train d'embarquer des acteurs de la finance, je le montrerai par des slides, par des images rapidement. Et en parallèle, depuis 2016, avec l'Alliance HQE, je dirais même le septembre 2016, il a été lancé avec Alain Cauchy à l'époque, le groupe de travail sur l'adaptation et la résilience des bâtiments et des quartiers. Et petit à petit, on a fait converger 2 agendas et on a co-construit un cadre commun qui intègre les 10 principes de la GABC au sein du référentiel Alliance HQE. Et ce cadre-là, on est en train de le tester de manière effective dans certains pays, dans certains projets, notamment dans les pays du Sud, mais également avec des acteurs français tels que la CDC Habitat par exemple. Voilà. Ensuite, très vite, voilà, donc c'est pour vous dire que ce cadre, il s'inscrit sur l'ensemble du cycle de vie des projets. Et là, ce sont tous les acteurs qui ont embarqué ces 10 principes, les différents programmes des Nations Unies, des fonds tels que la Commission européenne et la Commission d'adaptation, mais également l'IFC qui est le financeur de la Banque mondiale, ensuite très rapidement je finis, et également la FNTP.